Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information à la une de l'actualité. Les orientations budgétaires du gouvernement soumises aux élus de l'Assemblée avant l'ouverture des débats lundi prochain dans l'hémicycle. Dans les sièges de l'opposition, le président du Tapura Huira Tira nous livrera ses premières impressions. Edouard Fritsch est l'invité de ce journal. Une mission d'information sur la dépendance des Matahiapo validée par l'Assemblée de Polynésie. Un dossier porté par l'élu non inscrit Teave Choumette. Les objectifs de ce travail sont multiples, les précisions dans quelques instants. Puis Oriano Tefao nous amènera au Salvador et au Monténégro pour du surf et de la boxe. Il nous proposera également un tour d'horizon des futures compétitions à l'étranger. C'est à voir dans Théara Sport. Avant de parler budget, cette annonce du côté du CHPF. Claude Panero quitte la direction de l'hôpital de Taoné. Le ministre de la Santé a mis fin à ses fonctions lors d'un conseil d'administration ce matin. Le directeur actuel de la polyclinique Paufei, Claude Drago, est l'un des candidats pressentis pour lui succéder. Retrouvez un article plus détaillé sur notre site tntvnews.pf. Comment le gouvernement compte-t-il utiliser les fonds publics pour faire tourner l'économie polynésienne en 2025 ? Les grandes lignes de la politique budgétaire et des orientations choisies seront débattues lundi prochain à l'Assemblée. Dans un contexte de ralentissement économique mondial, l'exécutif espère maintenir une croissance modérée tout en affrontant les défis sociaux, économiques et environnementaux. Plus de détails dans ce reportage. Préservation du patrimoine et de l'environnement, cohésion sociale et développement économique durable, tels sont les trois axes fixés par le gouvernement dans son rapport d'orientation budgétaire. Des orientations qui s'inscrivent dans un contexte de ralentissement économique mondial. Et même si la Polynésie s'en sort bien avec une croissance de 3% en 2023 et un PIB de 706 milliards de francs, l'inflation, bien qu'on baisse, reste un défi. En 2024, le recul des chiffres de l'hôtellerie terrestre et de l'aérien se confirme. Idem pour les exportations locales de perles et de l'huile de copra. Quant aux prévisions d'activité sur le domaine de la construction, elles sont relativement dégradées. Les perspectives d'évolution des recettes pour 2025 restent néanmoins positives par rapport au budget primitif 2024. Elles s'élèveraient à plus de 154 milliards de francs, soit plus de 5 milliards par rapport à 2024. Sur le plan des dépenses, hausse annoncée dans le budget consacré aux charges du personnel, estimé à 35 milliards de francs en 2025. Côté investissement, les subventions d'équipement seront axées en priorité sur le renforcement des capacités de logement du secteur social et l'accueil des Jeux du Pacifique de 2027. Un emprunt mobilisable sur plusieurs exercices est d'ailleurs envisagé pour financer les infrastructures de ces Jeux. Le rapport d'orientation budgétaire mentionne également une dette sous contrôle. Pour stimuler la croissance en 2025, le gouvernement garde le cap avec le soutien annoncé des secteurs stratégiques que sont le tourisme, le numérique et l'audiovisuel. Il prévoit enfin des incitations fiscales à l'investissement privé et entend alléger la fiscalité des entreprises. Et après ce survol du rapport d'orientation budgétaire de 134 pages, les premiers commentaires de l'opposition avec vous, Edouard Fritsch, président du Tapura Huira Tira. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, Edouard Fritsch, l'Assemblée se penchera attentivement sur ce document lundi à l'ouverture des débats. À sa lecture, quelle est votre analyse sur la gestion budgétaire proposée ? Alors, ce document d'orientation budgétaire, ce recueil, si vous voulez, de 130 pages, en fait, nous donne la situation de 2024, la situation économique, sociale de par le monde, sur la situation mondiale, mais aussi locale. Et dans un deuxième temps, nous donne des orientations sur l'action du gouvernement. Et comme j'ai bien retenu la conclusion de votre reportage, on garde le cap. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 2 ans, on a gardé le cap que nous avons laissé au gouvernement et on continue dans le même sens. Il n'y a rien de nouveau à l'Ouest. Il n'y a rien de nouveau du tout. Et parce que, si vous voulez, ce document d'orientation budgétaire, c'est aussi l'occasion de donner espoir aux familles. Parler du logement, parler du coût de la vie, parler du pouvoir d'achat, mais aussi donner
donner de la confiance, refaire renaître de la confiance au niveau des entreprises en annonçant des grands travaux, ce qui donnera effectivement aux entreprises pour 2025 de l'emploi, des chantiers qui vont permettre de maintenir l'emploi. Et cela, aujourd'hui, je puis vous dire que rien n'apparaît au travers de ce document. Vous parlez justement à l'instant du contexte extérieur. Le ROB rappelle justement des incertitudes économiques à différentes échelles, et notamment internationales. Le MEDEF s'en inquiète. Est-ce que le gouvernement anticipe assez les risques? Non, il n'y a rien. C'est justement, c'est un petit peu ce qui est choquant parce que c'est écrit en plus. Et le président l'a dit en commission, lorsqu'on nous dit qu'on garde le cap, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau. On n'est pas en train de... Aujourd'hui, on n'envisage aucune réaction à la crise à venir. Et tout le monde dit qu'il y aurait une crise. Tout le monde dit que nous avons surfé pendant 2 ans sur les retombées provoquées par la bonne santé économique du pays en 2023, 2024. Mais aujourd'hui, rien n'est prévu pour relancer la machine. Même pas à l'investissement, puisque le budget investissement est à la baisse. Et justement, quelle nouveauté auriez-vous espéré voir dans ce rapport de l'orientation budgétaire? On aurait d'abord espéré voir ce gouvernement tenir ses engagements, ses promesses. Nous avons eu beaucoup d'argent dans les caisses du pays. Nous nous attendions effectivement à une baisse du coût de la vie dans ce pays. Alors effectivement, ils ont retiré les 1%, mais ils sont incapables, parce que nous les avons interrogés là-dessus, de nous dire qui en a bénéficié du retrait de ces 1%. Parce qu'en tous les cas, sur le coût de la vie, la baisse n'est pas sensible. Nous attendions à ce qu'ils nous parlent aussi du maintien du pouvoir d'achat des familles. Au contraire, nous attendions qu'ils nous parlent du problème de la problématique du logement. Vous en avez tous parlé au niveau des différentes antennes ici en Polynésie française, mais vraiment rien de nouveau à l'horizon pour l'heure. Donc les mesures proposées ne sont pas suffisantes selon vous? Elles ne sont pas suffisantes et puis surtout, on a l'impression qu'on est en train de gagner du temps. On laisse les choses traîner. Je pense que le gouvernement a donné des signes de faiblesse au niveau de la cohésion des membres du gouvernement. Si nous avons passé 15, 16, 17 heures sur ce recueil, sur ce document d'orientation budgétaire, c'est parce qu'ils n'étaient pas très d'accord entre eux non plus. Ce sont les divergences au sein de la majorité actuelle qui ont fait que nous avons perdu beaucoup de temps dans nos discussions. Donc, la Polynésie mérite mieux et nous attendions à de meilleures solutions pour préparer la prochaine crise qui va arriver. Alors, il y a également des projets de réforme en cours, des projets de réforme de la PSG, de la fiscalité, qui se précisent à mesure du temps qui passe. Un projet de réforme du régime de non-salarié a été soumis aux partenaires sociaux. Il y a un certain nombre d'annonces également, la hausse de la TVA sur le sucre, la fin de la primauté du RGS, et plus récemment, le prêt à taux zéro. Quel regard portez-vous dessus? Tout ce qui est réforme, nous attendons tous qu'il y ait des réformes. Mais ceux que vous venez de citer sont en train de naître petit à petit. Mais rappelez-vous que ça fait quoi, 1 an et demi que l'on parle aujourd'hui des réformes à venir. La réforme sur la PSG, elle est attendue. Là, il faut, sur le plan social, on en a besoin. Vous venez de parler du traitement de nos anciens, de nos matahiapo. Oui, on a besoin d'accompagner plus nos matahiapo parce que nous les aimons. Nous voulons les garder à la maison. Nous voulons qu'ils aient une fin de vie qui soit meilleure. Mais il n'y a rien. Rien n'est utile. Enfin, il y a un vrai problème. J'ai l'impression que non seulement ils ne s'entendent pas, mais j'ai l'impression qu'ils sont obligés de créer des conférences pour essayer d'obtenir, de capter des idées qui viennent de l'extérieur. Mais le problème qui se pose à eux ensuite, c'est de trancher, c'est de prendre une décision et d'opter pour un cap, d'opter pour une voie. Et ce document budgétaire qui doit nous donner la voie, en fin de compte, nous laisse encore plus dans le brouillard. Une chose est sûre, on suivra attentivement les débats à l'Assemblée lundi. Sur la scène politique, rapidement, une dernière question. Gaston Flosse et Pascal Haïti montent finalement leur propre parti. Le divorce est consommé avec Bruno Sandras. Vous qui connaissez bien le Vieux Lion, est-ce que ça vous étonne? Alors, non, c'est pas un vieux lion, c'est encore un jeune bâton. Oui, Gaston, effectivement, et comme nous le connaissons tous, je ne suis pas étonné non plus de ce comportement parce qu'il était évident dès le départ que la préparation de la succession de Gaston devait passer par Pascal Haïti. Je pense que tout est clair maintenant. Tout est clair puisque lui-même l'a annoncé. C'est un parti qui sera présidé par Pascal Haïti. Non, je ne suis pas étonné. C'est comme ça. Pas de surprise. Donc, merci Edouard Fritsch d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie.
Autre sujet sur lequel se penchent les élus de l'Assemblée, notamment l'élu non inscrit Hervé Chaumette, Edouard Fritsch vient d'en parler, la condition des personnes âgées en fin de vie et notamment celles dépendantes. Une mission d'information est programmée sur 3 mois pour faire un état des lieux et soumettre des préconisations. Léa Gandon et Mathaï Horey nous en disent plus. Créer des données statistiques sur la condition des Matayapo pour trouver des solutions adaptées, c'est le premier objectif du dossier présenté par l'élu non inscrite TAV Chaumette. Il vise également à faire reconnaître le statut d'aidant. L'objectif, c'est que vraiment que les choses avancent. On a été chercher des réponses partout. Qu'est-ce qui marche ailleurs pour pouvoir le transposer ici? Nous avons fait des bilans, nous avons rencontré à l'époque les gouvernements successifs. J'essaye de monter un dossier que les communes vont pouvoir appliquer rapidement. 3 rapports ont pour l'heure été dévoilés. La représentante prévoit de présenter les 2 derniers au mois de décembre. Il évoque le vieillissement démographique, les maladies liées à l'âge et la place cruciale qu'occupent les aidants dans le parcours des Matayapo. Les aidants sont déjà épuisés. Ils se sentent abandonnés. Ils ont besoin d'être bien pour être bienveillants envers leur Matayapo. Les associations comme Polynésie Alzheimer et Polynésie AVC misent beaucoup sur la portée que peut représenter ce dossier, fruit d'un travail de 6 mois. Prendre en compte leur vie, simplement leur vie, ouvrir je sais que c'est difficile, mais ouvrir des structures d'accueil, ne serait-ce que pour un répit, pour proposer un répit pour les aidants. La représentante s'envole la semaine prochaine pour la métropole. Elle sera reçue le 4 novembre par France Alzheimer pour évoquer la question des guichets uniques et possiblement ramener cette idée sur les îles. On enchaîne avec notre rendez-vous du jeudi, place à Terra Sport. La distance ne l'empêche pas de garder un œil sur nos sportifs à l'étranger. Oriano Tefao est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Athéna. Alors, direction le Salvador, en Amérique centrale, où sont tenus les championnats du monde de Surfmaster. 2 figures polynésiennes étaient sur place. Et oui, ce sont donc Patricia Rossi et Hira Terinatofa. Hira a disputé sa finale ce matin avec 11,04. Il prend la 4e place et termine donc au pied du podium de ces mondiaux. C'est le Brésilien Diego Rosa qui décroche le titre. Patricia Rossi, elle, était engagée dans les catégories des plus de 40 et plus de 50 ans. Elle n'a malheureusement pas réussi à se hisser en finale à l'issue des repêchages. On félicite nos 2 champions de nous avoir représentés. Et on part tout de suite au Monténégro où se disputent en ce moment même les championnats du monde junior de boxe. Et oui, et on en parle puisque nous avons une délégation tahitienne qui est sur place. Elle est composée de 4 boxeurs, 2 filles, 2 garçons. Ce rendez-vous mondial a rassemblé 660 athlètes de 88 pays. Une entrée difficile pour Noaito. Dès le premier tour, les filles sont tombées sur des adversaires russes et nos garçons sur des ouzbeks, des pays qui font partie du top 5 mondial. 3 Tahitiens sont déjà éliminés. Et la dernière boxeuse croisera les gants cette nuit. La marche était un peu trop haute, mais l'aventure reste belle. De nouvelles échéances approchent à grands pas pour nos Eito à l'étranger. On fait un petit tour d'horizon des futures compétitions. Oriano. Et on va commencer par Toanui Tanetoa qui est au Krebs de Toulouse. Il participera au championnat de France à venir de cyclisme sur piste du 30 octobre au 2 novembre. Il participera à 4 épreuves, la poursuite, l'omnium, le scratch et la course au point. Il y aura 2 autres athlètes tahitiens engagés en compétition dès ce week-end, mais en Nouvelle-Zélande. Oui, effectivement, demain soir à Auckland, Rehiri Dudes sera sur la fight card du SFL, une ligue professionnelle de MMA. Le Tahitien sera opposé au Philippin Jonathan Velus chez les powerlifters en professionnel. Et côté culturiste pour terminer, notre Monsieur Muscle Tohiro Yip s'animera au New Zealand National Pro Qualifier ce samedi, toujours à Auckland. Un rendez-vous qui permettra aux vainqueurs de décrocher une carte professionnelle. Félicitations à tous nos athlètes et merci encore d'avoir représenté haut les couleurs du Fénois. Oui, félicitations à nos athlètes et merci Oriano Tefao de nous donner de leurs nouvelles. À la semaine prochaine. Semaine prochaine. Après les sportifs, lumière sur nos artistes locaux. Ils sont amis et partagent une passion commune. Moya, PK17 et Yvon Tereitoa dévoilent une 50aine d'œuvres du 26 au 31 octobre à la galerie Au Chevalet. Avant de s'exposer au regard critique du public, ils se sont exercés devant la caméra d'Endieb, le reportage.
Moya, PK17 et Yvanter Etoua sont amis de longue date. L'idée d'organiser une exposition collective a mûri durant leurs ateliers artistiques. C'est un bon challenge et puis c'est pas toujours facile de se montrer, de s'exposer. Et là, on va dire que je suis content qu'on puisse relever le défi tous ensemble. La nouveauté, c'est que là, c'est vraiment nous qui l'organisons. Et donc, du coup, on est à l'initiative du projet. Yvan a une préférence pour les portraits auxquels il intègre des éléments naturels, feuilles, fleurs, branches ou même des effets de vent, une approche picturale entre rêve et réalité. C'est vraiment pour montrer, on va dire, l'importance de l'environnement, le fait de préserver la nature, parce que je suis prof d'SVT, de biologie, et je trouve que c'est hyper important d'avoir aussi ce regard-là. Dans un registre plus coloré et abstrait, Pénélope Tahoutini, alias PK17, a choisi de prendre pour thème la naissance d'une île, de ses paysages, de la faune et de la flore. Je suis juste heureuse de pouvoir exposer, de pouvoir montrer ce que je fais, que je ne considère pas comme un travail, mais plus comme un plaisir. Et donc, c'est passer un bon moment, montrer ce que je fais et puis peut-être en parler avec des fans de peinture ou d'art abstrait en général. Moya, elle, peint entre abstraction et réalisme avec des formes simples plutôt végétales. Comme ses deux amis, elle a réalisé une dizaine de toiles pour l'exposition. C'est un cadeau, déjà l'exposition où on peut exposer nos toiles. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on puisse partager ce moment et qu'il y ait du monde qui passe au vernissage puis à l'exposition. Moya, PK17 et Yvanter Etoua ont collaboré pour créer 5 œuvres dans lesquelles leur style fusionne, auxquelles s'ajoute la trentaine de toiles qui seront présentées du 26 au 31 octobre à la Galerie au Chevalet. Le début d'une série d'expositions collectives. Venez nombreux! Son art à lui s'écoute et ses chansons résonnent depuis plus de 20 ans. Et si je vous dis « À la faveur de l'automne », vous comprendrez certainement de qui je parle. L'auteur, compositeur et interprète Tété est de retour sur la scène tahitienne 9 ans après son dernier passage. Il vous donne rendez-vous demain, vendredi 25 octobre, à la salle Manouiti à Paea, mais aussi le vendredi 1er novembre à la brasserie Hoa. Mais avant, c'est sur notre plateau qu'il nous fait le plaisir d'être présent. Yaurana Tété. Yaurana. Alors, content de revoir le public polynésien 9 ans après? Je suis absolument ravi. Moi, j'étais venu il y a 9 ans, 2015, et ça avait été une très très belle rencontre. J'étais déjà venu en famille la première fois. Et là, on est venu, sauf qu'on est une personne de plus. Alors, deux dates prévues, 2 lieux également. Peut-on s'attendre à des titres exclusifs sur scène? Absolument. Alors, le principe de la tournée, c'est qu'on a un salon sur scène. C'est « Bienvenue chez vous », le titre de la tournée. Je joue mes chansons les plus connues, les plus emblématiques. Ce sont les gens qui les choisissent. J'ai pas de liste de chansons. Les gens me crient littéralement les chansons qu'ils ont envie d'entendre. Et moi, je relève le défi. Et dans un second temps, on a un cahier avec nous sur scène, avec des titres de nouvelles chansons. On invite des gens sur scène. C'est-à-dire que si vous venez au concert, vous pourriez vous monter sur scène. Et c'est vous qui allez me dire sur la base du cahier la nouvelle chanson que vous voulez que je vous joue. Ce qui veut dire que je ne sais jamais ce que je vais jouer sur scène en montant. C'est une tournée assez magique pour moi de faire 6 dates. On en fera 50 finalement. On a fait 25 complètes France-Québec avant l'été. Là, je pense que les 25 dernières vont être complètes aussi. Et on a la chance de revenir à Tahiti. Et merci la vie. Ça va être donc un concert intimiste et à la fois interactif. Exactement. Tahiti, pourquoi avoir choisi cette étape dans votre tournée? Tahiti, c'est déjà une rencontre humaine avec Rodolphe Reynaud qui m'a invité la première fois, qui est devenu un ami, qui a rencontré la famille. Moi, je marche beaucoup au cœur, aux histoires humaines. Je crois qu'on a vraiment besoin de revenir à ça. Et puis, quand Rodolphe m'a proposé de revenir là, c'était une évidence, non seulement pour moi, mais pour ma famille, parce que je suis venu avec mes enfants et leur mère. Et c'est vrai que le folk, l'acoustique, c'est des musiques de chœur, c'est des musiques de feu de bois. Et ça permet aussi ça, plutôt que de voyager avec une grosse machine, de voyager avec la famille. C'est ma conception de la chose. Et sans faire de clichés, j'ai l'impression que le Fénois, c'est une grande famille. Et voilà, sur des tournées comme ça, j'ai l'impression de pouvoir passer un dimanche avec des amis. Et justement, parlant de famille, cette venue au Fénois, c'est aussi pour répondre à une promesse Exactement, ouais. effectuée. Promesse à votre fille. Ouais, j'ai fait une promesse à ma fille. En fait, il y a 9 ans, je suis venu avec mon fils qui avait 3 ans. Et c'est quand on est revenu qu'on a compris que la famille allait s'agrandir. Et donc ma fille, depuis qu'elle est née, ma fille a 8 ans, et depuis qu'elle est née, elle me dit « Mais c'est injuste, pourquoi est-ce que moi, j'y suis jamais allé à Tahiti ?» Je lui dis « Ma chérie, c'est pas un truc que je peux te promettre, mais si jamais un jour les étoiles font que, je te promets que je te ramènerai. »
Et j'avoue que j'ai un petit moment d'émotion en vous le disant. Grâce à Rodolphe, j'ai pu tenir ma promesse à ma fille. Tété, il nous reste peu de temps. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit moment de partage, peut-être en a cappella? Bien sûr, peut-être un petit moment de la faveur de l'automne, pour les gens qui auraient peut-être entendu cette chanson. Posté devant la fenêtre, je guette les âmes esselées à la faveur de l'automne. Merci Tété. Merci Je rappelle vos dates de concert demain à la salle Manouiti de Paella et vendredi 1er novembre à la brasserie Hoa. On espère qu'il y aura du monde. Merci beaucoup, Maroro. Voilà pour l'actualité d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce journal. Dans un instant, votre magazine Moana, suivi du meilleur pâtissier. Demain, Tahiti affrontera les îles Salomon au final de la Coupe de l'OFC. Un match à suivre en direct web à 18h et en différé télé à 19h. On se donne rendez-vous lundi. Mais avant, un nouveau visage que vous connaissez peut-être déjà vous accompagnera pour vos journaux du week-end. Notre camarade Rara Houma prendra les commandes du JT. Soyez clément avec elle. Excellente soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.